Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par la Poste Occitanie. Nous vous proposons aujourd'hui de nous pencher sur une autre façon d'évaluer la pauvreté que celle qui est couramment utilisée et qui mesure la pauvreté monétaire de l'ensemble du ménage. Nous allons ici aborder la notion de travailleur pauvre, ou quand les seuls revenus du travail ne suffisent pas à se sortir de la pauvreté. Pour nous en parler, je vais accueillir Magali Flacher et Rémi Lardelier. Ils ont tous deux travaillé sur le sujet au sein de l'INSEE Occitanie. Je les invite à me rejoindre. Merci Hélène. Donc je suis Magali Flacher, je suis chef de projet à l'INSEE, à la direction régionale de Toulouse, et donc dans l'équipe projet de l'étude sur les travailleurs pauvres qu'on a réalisée avec Rémi. Mon intro, comme l'a dit Hélène, c'est juste pour contextualiser cette étude qui a été publiée en juin 2022. C'est une étude qui a été réalisée en partenariat avec la DRETS. Alors le sujet des travailleurs pauvres, c'est un sujet qui a l'air évident comme ça, mais qui ne l'est pas tant que ça. Moi, quand je vous dis travailleur pauvre, normalement, ce que vous avez en tête, la première chose que vous visualisez, c'est quelqu'un qui travaille, mais qui est payé un salaire de misère. Mais la pauvreté, en fait, au sens statistique, au sens monétaire du terme, c'est pas une affaire d'individu, c'est avant tout une affaire de famille. La pauvreté, elle est définie à l'échelle de la famille, en tenant compte des revenus globaux, du nombre de personnes. Donc, si une famille est pauvre, cela signifie que tous ses membres sont pauvres. Vous allez me dire où est-ce qu'elle va en venir. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le terme travailleur pauvre, en fait, il désigne un travailleur qui vit dans une famille pauvre. Et un travailleur qui vit dans une famille pauvre, ça peut très bien être quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais parce qu'il a un conjoint qui ne travaille pas et deux enfants, ben, peut se retrouver en situation de pauvreté monétaire. Donc, nous, pour parler de ce que vous avez en tête, c'est-à-dire notre travailleur qui a un faible revenu du travail, il faut en fait parler de pauvreté au travail. Et ça, c'est justement l'histoire qu'on a cherché à raconter dans notre étude. C'est de savoir combien sont les travailleurs qui perçoivent un très faible revenu et qui sont-ils. Mais les gens vivent rarement de leur seul revenu. Il peut y avoir donc le revenu d'un conjoint, des revenus du patrimoine, il y a les impôts, le versement de prestations sociales. Donc une fois que toutes ces cartes sont rebattues, combien sont à proprement parler des travailleurs pauvres? Et est-ce qu'on peut établir de nouveau un profil de ces individus? Alors avant de passer la parole à Rémi, je précise qu'on est sur une étude qui est inédite. C'est la première fois que le sujet de la pauvreté au travail est traité à l'échelle de la région. Rémi, je te laisse la main. Merci Magali. Alors j'ai déjà partagé la présentation. Hop, de quoi il s'agit? Donc, la présentation se fera en 4 points. Un 1er pour, donc dire à grands traits quels sont les principaux résultats sur la pauvreté au travail et qu'est-ce qu'on mesure par ce concept, nouveau. Un 2e pour caractériser un peu plus précisément les personnes qui se trouvent dans ces situations de pauvreté au travail. Un 3e point pour, évoquer les dispositifs donc qui justement permettent de limiter la pauvreté, telle qu'on la mesure, habituellement. Et enfin, en guise de conclusion, une invitation peut-être à repenser ou à penser différemment la pauvreté. Donc tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on évoque la pauvreté au travail? Donc, de quoi parle-t-on déjà? Un 1er grand résultat, en Occitanie, on a 20 de travailleurs qui gagnent chaque mois, en moyenne, moins de 1 063 € par mois. Donc c'est ça qu'on va appeler des, personnes en situation de pauvreté au travail. Un travailleur sur 5, donc en Occitanie, ça correspond à 470 000 personnes. Donc ça correspondait puisque là, on va être sur des données donc 2018 sur tous ce travail que je vous présente. Donc un travailleur sur 5 et c'est cette situation donc qu'on mesure pour l'Occitanie, elle est à peu près comparable à ce qu'on va observer en Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont, les 4 régions, pour lesquelles ce taux de pauvreté au travail est le plus élevé. Alors, si on cherche à détailler maintenant un peu les revenus, au-delà du seuil de 1 063 €, ce qu'on voit, c'est que parmi ces travailleurs donc qui gagnent moins de 1 063 € grâce à leurs revenus d'activité, la moitié vont gagner même moins de 500 €
et l'autre moitié va donc gagner entre 500 et 1 063 €. Donc on a un revenu médian de 500 € parmi tous ces travailleurs pauvres en revenu d'activité. Si on creuse un peu, en fait, on se rend compte que ce revenu médian de 500 €, il est tiré à la baisse par le fait que certains travailleurs vont déclarer des revenus nuls ou négatifs. Donc un travailleur sur 6 déclare des revenus nuls ou négatifs. Donc ça va être par exemple le cas d'aidants familiaux qui sont bien en activité mais qui vont pas gagner de revenus, propres en leur nom. On va aussi avoir des situations, de personnes en apprentissage ou des étudiants à faible revenu qui ont bien une activité, qui ont bien des revenus mais qui vont pas les déclarer, qui sont pas obligés de les déclarer, à l'impôt sur le revenu. Et enfin, on va avoir des situations plus atypiques de personnes non salariées qui déclarent des déficits. Donc voilà, un travailleur, pauvre en revenu d'activité sur 6 déclare des revenus nuls ou négatifs. Il en reste quand même malgré tout 5 sur 6 qui vont déclarer des revenus positifs et là, cette fois, on a un revenu médian, non plus de 500 € mais de 650 € par mois, donc un peu plus élevé. Voilà pour le détail un peu de ces revenus et donc si on s'arrête maintenant et qu'on cherche à comprendre que mesure-t-on avec cette notion de pauvreté au travail? Donc là, je vous ai remis une explication qui figure dans l'étude. Donc on explique que la pauvreté au travail, en fait, ça revient à dire que les ressources monétaires que ces personnes retirent de leur activité ne leur permettraient pas d'éviter la pauvreté s'ils vivaient seuls et s'ils ne disposaient d'aucun autre revenu ou transfert social. Et du coup, le terme sur lequel il faut peut-être s'arrêter, l'expression, c'est éviter la pauvreté. Qu'est-ce qu'on entend par éviter la pauvreté? C'est qu'en France et plus généralement dans l'Union européenne, quand on mesure la pauvreté, on parle de pauvreté monétaire qui est définie par rapport à un seuil de revenu, donc le seuil de pauvreté et dans cette étude, ça va être ce fameux seuil de 1 063 €. Sauf que ce seuil de 1 063 € généralement, comme l'expliquait, Magali rapidement en introduction, c'est pas c'est un seuil qui s'applique à l'ensemble des revenus du ménage, une fois tous les revenus pris en compte. Et nous, ce qu'on fait quand on parle de pauvreté au travail, on modifie la définition de la pauvreté et donc c'est ce que je vais vous préciser ici. On précise, on redéfinit la mesure de la pauvreté en s'intéressant en menant l'analyse sur les seuls revenus d'activité, en fait. Ça, c'est le premier point. On va s'intéresser seulement aux salaires perçus par les membres du ménage et donc les salaires si c'est des personnes salariées ou les revenus des non salariés si c'est des personnes qui sont non salariées. Donc non salariés, ça va être des bénéfices agricoles, bénéfices commerciaux, bénéfices industriels, tout type de bénéfices qui peuvent être, liés à une activité non salariée. À l'inverse, comme on est sur une, analyse des seuls revenus d'activité, on va exclure de notre champ d'analyse les prestations sociales éventuellement perçues par les personnes, les revenus du patrimoine et les éventuels revenus fonciers. La deuxième spécificité de cette, mesure de la pauvreté au travail, c'est qu'il s'agit d'une analyse à l'échelle de l'individu et on ne va pas prendre en compte, par exemple, les revenus des autres membres du ménage. Donc ce qui signifie que si, la le conjoint de la personne qu'on étudie, travaille ou si un enfant dans le ménage travaille, déjà et qu'il vit toujours au domicile de ses parents, on n'en tient pas compte. On s'intéresse vraiment à une seule personne à la fois. La deuxième implication de l'analyse à l'échelle individuelle, c'est qu'on ne va pas pondérer, les revenus d'une personne en fonction de la composition de son ménage. Une personne seule qui va gagner 900 € par mois est considérée pauvre de la même manière qu'une personne qui a la charge financière seule de 3 enfants, par exemple. Voilà, donc on ne s'intéresse vraiment pas à ce qui se passe, heu, pour les autres membres éventuels du ménage. C'est donc une mesure différente, de la mesure habituelle de la pauvreté monétaire dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans les travaux, plus courants de l'INSEE. Ensuite, pour finir ce petit passage méthodologique, donc pour mesurer, cette notion, il nous faut bien sûr des données et donc le fait que cette étude soit inédite, c'est notamment parce que les données sont rares sur le sujet. Donc pour mesurer la pauvreté au travail, il nous faut 2 choses finalement. Il nous faut savoir si les personnes sont au travail, donc connaître leur statut d'activité et il faudra ensuite connaître leurs revenus pour savoir si elles sont pauvres. Donc pour le premier point, pour connaître le statut d'activité, on a besoin d'une source
qui est forcément une enquête par sondage parce que le statut d'activité, donc savoir si la personne travaille, ou est à la recherche d'un emploi ou est inactive, ça on peut le savoir précisément de manière fiable seulement par une enquête, donc en allant interroger les personnes. Donc pour ça, on va s'appuyer ici sur l'enquête emploi en continu de l'INSEE, qui est l'enquête qui permet chaque trimestre d'établir, le taux de chômage, heu, INSEE, le taux de chômage publié par l'INSEE. Donc il y a une enquête qui va interroger 100 000 personnes chaque trimestre à travers toute la France, souvent en face à face pour, interroger justement sur le statut d'activité et plus largement sur toutes les conditions d'emploi des personnes. Donc ça, c'est la première source pour savoir si les personnes sont travailleurs ou non. La deuxième source, donc, ça va être d'apparier les résultats de cette enquête avec les déclarations fiscales, donc pour connaître les revenus perçus par ces personnes. Et donc pour ça, donc on va faire un appariement entre les sources d'enquête et la source fiscale pour arriver à savoir qui est travailleur et qui est en dessous de ce fameux seuil de pauvreté. À la fin, ça va donc nous donner une, base nationale, donc qui va s'appeler l'enquête sur les revenus fiscaux et sociaux, qui est une source importante dans les travaux de l'INSEE et qui a là encore une fois la limite, l'inconvénient d'être, une source donc nationale, prévue pour une exploitation à l'échelle nationale et pas immédiatement adaptée pour, une utilisation régionale telle que nous vous la présentons aujourd'hui. Et donc pour ça, on a dû mettre en œuvre, donc en Occitanie, une méthode pour fiabiliser les données à l'échelle, de la région. Donc ce qui permet de sortir des résultats, mais vous allez le voir, par certains aspects, on aurait aimé pouvoir aller plus loin, mais la taille de l'échantillon sur lequel on travaille est assez réduite, donc on ne peut pas toujours aller dans des analyses très fines et très détaillées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des personnes en situation de pauvreté au travail. Voilà, donc j'en ai fini pour cette première partie et on va maintenant passer un peu plus, sur des résultats un peu plus concrets, pour caractériser ces personnes, qui sont pauvres et qui pourtant travaillent. Donc parce qu'une fois qu'on a dit que 20 des travailleurs, sont pauvres en revenus d'activité, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de savoir un peu plus précisément qui sont-elles et quelles sont leurs conditions d'emploi notamment. Un premier résultat, donc ce qu'on voit ressortir assez nettement, c'est que ce sont avant tout des femmes et des jeunes qui sont les premières concernées, par cette situation de pauvreté au travail. Quand on regarde, selon le sexe, on va avoir une travailleuse sur 4 qui est en situation de pauvreté au travail, donc qui gagne moins de 1 063 € par mois. Quand, pour les hommes, on est seulement entre guillemets à 17 donc pour les hommes. Donc là, on voit qu'il y a un différentiel assez net. Les femmes sont plus souvent pauvres, alors même qu'elles travaillent. Un deuxième point, donc en fonction de l'âge, ce qu'on voit aussi assez clairement, c'est que parmi les jeunes de moins de 25 ans qui travaillent, on en a 1 sur 2 qui gagne moins de 1 063 € chaque mois. On a aussi un phénomène un peu moins marqué, mais sur les plus de 55 ans, du fait des difficultés rencontrées en fin de carrière, où là, on va avoir, 1 personne sur 4 au-delà de 55 ans qui travaille et qui est qui gagne moins de 1 063 € chaque mois. Enfin, si on s'intéresse maintenant à la catégorie sociale, on va avoir le cas très particulier des agriculteurs, donc qui sont peu nombreux dans la population active, mais qui pour autant vont être les 2 tiers, 2 sur 3 à être dans cette situation de pauvreté au travail. Un peu moins marqué, mais quand même important aussi pour les artisans et commerçants, où cette fois on va retrouver 40 d'entre eux qui gagnent moins de 1 163 € chaque mois. Et là où ça va être, où ce taux de pauvreté va être le plus faible, ça va bien sûr être pour les cadres, où on a seulement 6 des cadres qui sont concernés par cette situation de pauvreté. Maintenant, si on cherche à avoir une approche un peu géographique, pour, savoir où vivent ces personnes, donc, pour la région Occitanie, bien sûr. 1er résultat, donc, ça va être quelque chose qui apparaît pas sur la carte, mais que j'ai fait figurer à droite, donc c'est sur les personnes qui résident dans les quartiers politiques de la ville, donc en milieu urbain, mais dans les quartiers les plus pauvres, des villes. On va avoir un travailleur sur 3 qui est en situation de pauvreté en revenu d'activité. Donc, même ça monte jusqu'à 36 dans les QPV. Si on reste sur les espaces urbains, on est là plutôt, dans la moyenne, régionale autour de 20
de travailleurs pauvres dans les espaces urbains et dans la plupart des espaces périurbains ou ruraux. Ce qu'on va noter, par contre, ça va être en première ceinture urbaine, donc la très proche périphérie des centres urbains. Là, on va avoir un taux de pauvreté qui descend à 15 puisqu'on sait que les ménages aisés, notamment les cadres, vont souvent habiter en première couronne urbaine. Et surtout, ce que vous voyez finalement figurer sur cette carte, à gauche, ça va être, la situation des espaces les plus ruraux, ce qu'on appelle, dans le jargon INSEE, les communes rurales à habitat très dispersé. Donc ce sont les communes les plus rurales de la région, où là, on va avoir ce qu'on appelle, la diagonale de l'arrière-pays méditerranéen, où, des Cévennes jusqu'aux Couserans, en passant par les Corbières ou les hauts cantons, de l'Hérault, on va avoir finalement les taux de pauvreté les plus élevés, taux de pauvreté au travail. Et on va avoir là, encore une fois, comme dans les QPV, plus de 30 de personnes qui travaillent et qui sont en situation de pauvreté. Et donc tous ces territoires ruraux auxquels on ne pense pas immédiatement sont en fait des territoires qui ont été marqués par le déclin industriel, au cours des 50 dernières années, donc le déclin des emplois industriels, ensuite suivi d'un déclin démographique et donc où on retrouve des situations de grande difficulté, souvent. Si on s'intéresse maintenant, aux conditions d'emploi des personnes, on trouve là encore des choses, assez attendues, mais finalement que 80 des apprentis sont pauvres en revenus d'activité. Si on regarde les personnes en contrat court, donc en intérim ou en CDD, on a 40 de ces salariés qui vont être aussi, pauvres en revenus d'activité. Toujours pareil, 40 pour les non salariés. Donc, les non salariés, 40 vont être en situation de pauvreté, au travail et même si on zoome plus finement sur les micro-entrepreneurs, on va voir que ça monte jusqu'à 54 donc un micro-entrepreneur sur 2 qui va être en situation de pauvreté au travail. Et à l'inverse, les salariés en CDI vont être finalement, seulement 11 à gagner moins de 1 063 € chaque mois. Et du coup, si on cherche un peu à prendre du recul par rapport à ces premiers résultats heu, assez quantitatifs, c'est qu'avec le développement d'emplois qui sont de plus en plus à faible valeur ajoutée, où on va avoir une multiplication des contrats courts et une ubérisation d'une partie de l'économie, on voit bien qu'on a des conditions d'emploi qui vont développer de nouveaux profils de travailleurs pauvres, dans la région, mais comme partout, en France. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à notre source, donc l'enquête emploi, on peut avoir, beaucoup de détails sur les conditions d'emploi. Donc ici, on s'intéresse aux personnes qui sont à temps partiel et donc ce graphique montre 2 choses. La 1re barre, la barre du haut s'intéresse donc à la situation des travailleurs pauvres et en dessous, vous avez en comparaison la situation des autres travailleurs, travailleuses. Ce qu'on voit pour les travailleurs pauvres, ça va être les portions, rouges et roses sur le graphique. On a 45 des travailleurs pauvres déjà qui sont à temps partiel. Donc ça, c'est un premier résultat quand, on a seulement, 12 à 13 pour les autres travailleurs. Donc des temps partiels sont bien plus fréquents pour les personnes qui sont en situation de pauvreté au travail. Mais ce que nous permet, aussi cette source, c'est de savoir qui sont les personnes qui sont à temps partiel, mais qui souhaiteraient travailler plus. Puisqu'on a une question dans cette enquête, on va demander aux gens: «Vous travaillez, mais est-ce que vous souhaiteriez travailler plus?» Donc ça permet d'approcher la notion de, temps partiel subi. Et ce qu'on voit ici, ça va être la portion rose sur ce graphique. On va avoir 18 des travailleurs pauvres au regard de leur revenu d'activité, qui sont en temps partiel subi, alors que pour les autres travailleurs, on est seulement à 3. Donc les travailleurs pauvres en revenu d'activité, finalement, déclarent 6 fois plus souvent que les autres, souhaiter travailler plus. Donc il s'agit bien, plus souvent d'une situation subie et non, choisie. Autre point intéressant sur les conditions d'emploi, donc au cours de cette enquête, on demande aussi aux personnes de récapituler leur, parcours, dans l'emploi depuis 1 an. Donc ici, ce graphique vous présente les situations de stabilité ou d'instabilité dans l'emploi depuis 1 an. Alors toujours pareil, en haut, vous avez la situation pour les travailleurs pauvres en revenu d'activité et en bas, vous avez la situation pour les autres travailleurs.
Et donc si on regarde la case rouge, ça va être la part des personnes qui, au cours des 12 derniers mois, ont alterné des périodes d'emploi, de chômage et ou d'inactivité. Et ce qu'on voit, c'est que ces travailleurs pauvres ont bien plus souvent des parcours instables dans l'emploi, puisqu'on est à 29 de personnes qui sont dans ces situations d'alternance. À l'inverse, sur les autres travailleurs, on est à un peu moins de 10. Et en regard, on peut aussi bien sûr s'intéresser à la barre bleu foncé ici, où on va avoir seulement 40, un peu plus de 40 des travailleurs pauvres en revenu d'activité qui vont être depuis 1 an en emploi salarié en continu, donc 40 et en fait, pour les autres travailleurs, on va être 2 fois plus. On a 2 fois plus de travailleurs qui sont dans un emploi salarié stable depuis 1 an, 80. Donc ça montre bien que ce sont des conditions d'emploi très spécifiques qui vont créer la pauvreté au travail. Donc on a vu, les types de contrats, l'existence de temps partiels qui vont être plus souvent subis et enfin cette instabilité dans l'emploi, une instabilité qui dure sur une longue période. Maintenant dans cette partie, on va finalement, partir de tout ce que je viens de vous présenter pour aller vers la mesure plus classique de la pauvreté et voir ce qui se passe, quels sont les dispositifs qui permettent de réduire cette pauvreté en revenu d'activité. Donc je rappelle, rapidement la situation qu'on vient d'évoquer. On a 20 des travailleurs qui gagnent moins de 1 063 € chaque mois. Ça, c'est notre point de départ. On va, donc élargir notre, définition, notre mesure, pour voir ce qui se passe dans un premier temps quand on intègre tous les autres revenus du ménage et la composition du ménage. Donc c'est cette deuxième barre qui apparaît sur le graphique. On voit que grâce à la prise en compte de tous les revenus du ménage, on a 9 de nos donc 9 sur 20, donc nos 20 travailleurs pauvres initiaux, on en a 9 qui sortent de la pauvreté grâce à la prise en compte des revenus du ménage. Et donc le profil de ces sortants, ça va souvent être des femmes à temps partiel non subi, dont les revenus du conjoint, ou de la conjointe compensent leurs faibles revenus d'activité. Donc ça, c'est un 1er phénomène, on en a 9 qui évitent la pauvreté grâce à cette mutualisation qui va se faire au sein des ménages entre les différents revenus perçus, par les personnes, qui le composent. Cependant, on a toujours 11 de travailleurs qui étaient pauvres quand on les regardait individuellement et qui restent pauvres malgré la mutualisation des ressources au sein du ménage. Et donc dans ce cas-là, ces 11 de personnes restant dans la pauvreté, on voit que ce sont avant tout des travailleurs à temps complet qui sont souvent seuls et qui donc ne bénéficient pas de l'apport d'un conjoint. Donc quand on dit seul, ça peut être des personnes seules, mais ça peut aussi être des personnes à la tête d'une famille monoparentale ou des personnes en couple, mais pour lesquelles le conjoint ou la conjointe ne va pas travailler et donc pas percevoir de revenus qui viendraient compenser les faiblesses, des revenus initiaux. Donc ça, c'est la première étape, on mutualise les revenus à l'échelle du ménage. La deuxième étape, c'est de prendre en compte les prestations sociales. Et c'est ce qu'on va voir sur ce graphique ici. Quand on inclut, en plus de la mutualisation des revenus du ménage, quand on inclut les prestations sociales, on voit qu'on a à nouveau une petite sortie de la pauvreté. Donc on va avoir 3 des travailleurs qui échappent, qui évitent la pauvreté, donc qui passent au-dessus de ce seuil de 1 063 € par mois, grâce aux transferts sociaux. Et là, si on cherche un peu à dresser un profil, type de ces sortants, ça va surtout être des jeunes travailleurs ou travailleuses qui bénéficient de la prime d'activité. Donc ils vont percevoir souvent la prime d'activité ou d'autres minima sociaux, qui vont avoir de temps en temps des aides au logement et dans une moindre mesure, des prestations familiales. Cependant, on a toujours 8 des travailleurs qui vont rester en dessous de ce seuil de 1 063 €. Donc du coup, au départ, on était à 20 ce qui correspondait, je vous l'ai dit au tout début, c'était 470 000, travailleurs. Là, maintenant, on n'est plus qu'à 8 quand on élargit la définition. 8 ça correspond ici à 190 000 personnes. Donc finalement, on a 190 000 personnes qui travaillent et qui vivent dans un ménage où, une fois pris en compte tous les revenus, donc ce que Magali présentait au début comme, travailleurs pauvres au sens,
statistique officielle du terme. Donc ces travailleurs pauvres vont être 8%, 190 000 dans la région. Et donc si on essaye de caractériser un peu à grands traits ces 8% de travailleurs qui restent pauvres malgré toutes les possibles compensations qui pourraient exister, on voit que ce sont plutôt des personnes un peu plus âgées, donc qui vont avoir plus de 40 ans, qui vont être en couple avec un ou des enfants et dont les revenus d'activité sont vraiment très faibles. Ce qu'on voit aussi quand on s'intéresse aux prestations qu'ils perçoivent, c'est qu'ils perçoivent finalement de faibles montants de prestations. Et du coup, ce qu'on suppose ici, mais qu'on ne peut pas étayer avec nos données, c'est qu'on retrouve ici un résultat sur le non-recours à certaines aides qui existent et qui est bien documenté par ailleurs et, et qui contribue à maintenir dans la pauvreté ces travailleurs. Voilà, et du coup, en conclusion, donc sans reprendre tout ce que je viens de vous présenter, mais l'idée, c'était d'essayer de penser un peu au-delà des chiffres que je viens de peut-être d'énumérer un peu trop rapidement, mais une invitation à repenser la pauvreté. Finalement, le mérite de cette approche et de cette étude, ce sont 3 choses. La première chose, c'est ça permet de rappeler que la pauvreté n'est pas synonyme d'inactivité. La pauvreté, au travail, elle résulte de conditions d'emploi instables, dont certaines tendent aujourd'hui à se développer de plus en plus. La 2e chose, c'est de faire le lien, donc ce que j'évoquais juste à l'instant, le lien avec le rôle du non-recours aux aides dans l'existence de la pauvreté. Les prestations sociales, on l'a vu, elles limitent la pauvreté, mais finalement, elles la limitent très peu par rapport à la mutualisation des revenus au sein du ménage. Et donc on suppose que la pauvreté au travail est maintenue en partie par un non-recours. Et ce qu'on voit aussi, c'est la surreprésentation des jeunes travailleurs. Et on sait que les jeunes de moins de 25 ans, par exemple, ne sont pas éligibles au RSA, par exemple. Donc le non-recours ou l'impossibilité de recourir à certaines aides maintient certains travailleurs dans la pauvreté. Et enfin, plus largement, c'est une invitation aussi, cette façon de mesurer la pauvreté, c'est une invitation à réfléchir aux hypothèses de mutualisation familiale des revenus et donc se poser la question de savoir si elles sont toujours pertinentes. Donc on a vu que l'analyse des dispositifs qui diminuent la pauvreté montre la grande importance de la mutualisation des revenus au sein des ménages, puisqu'on fait sortir de la pauvreté 9% de nos 20% de travailleurs pauvres initiaux. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que tous les membres du ménage ont un accès équivalent aux revenus? En fait, ce qu'on sait sur données françaises, alors qui datent un peu puisque ça date de 2010, on sait qu'il y a seulement 2/3 des ménages qui mutualisent l'ensemble de leurs revenus. Donc cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Et quand bien même on aurait une mutualisation, la mutualisation des revenus au sein du ménage, elle n'implique pas nécessairement une utilisation équivalente, équitable par chacun des membres du ménage. Donc l'étude de la pauvreté en revenu du travail, elle permet finalement, en passant à l'échelle individuelle, d'insister sur certaines formes de pauvreté et notamment, ce qu'on a vu sur la pauvreté des travailleuses et des femmes plus largement. Voilà pour moi et du coup on va pouvoir, passer aux questions et aux remarques si vous en avez. Sandra Cuvillier de la DRETS demande sur combien de temps s'est déroulée cette étude. Alors, cette étude elle porte en fait sur donc sur les données 2018 de la fameuse enquête que j'évoquais au début. Donc on s'intéresse à la situation, des travailleurs à la fin 2018. Donc c'est la situation globale sur une année. On n'a pas suivi dans le temps, plusieurs personnes. Quand j'évoque l'instabilité des parcours, là, on a demandé fin 2018 aux personnes, au cours des 12 derniers mois, quelle était votre situation d'emploi. Mais c'est pas un travail qui a été répété, dans le temps. Ok, merci. Ludovic Pagna-Siri de l'ADI, qui accompagne donc la création d'entreprises, qui demande pour un foyer à 2 têtes, est-ce que le seuil de pauvreté passe de 1063, est-ce qu'on multiplie le seuil de pauvreté par 2? 1063 par 2 égale 2126 €. Alors non, c'est ce qu'on appelle l'échelle d'équivalence,
de l'INSEE, enfin qui est une échelle d'équivalence mise en place par l'OCDE. Et de mémoire, alors ça dépend de qui est la deuxième personne en fait. Si vous avez une personne seule et que la deuxième personne c'est un adulte, de mémoire, c'est la deuxième personne compte pour 0,8. Et en fait, et les enfants, pareil, vont compter pour moins, parce qu'on considère qu'il y a des économies d'échelle qui se réalisent au sein du ménage. Donc ça, c'est une définition qu'on peut retrouver sur le site de l'INSEE pour plus de détails, mais dans la logique, ça correspond un peu au même calcul qui est fait pour l'impôt sur le revenu, par exemple, pour le nombre de parts. On a la première personne compte pour 1, là, la deuxième personne compte pour 0,8, et les enfants vont compter pour moins que 0,8. Ok, merci. Émilie Taberly de l'URAGE, l'Union régionale pour l'habitat des jeunes, qui demande: a-t-on une idée de l'impact de la récente réforme du chômage sur ces éléments? Alors évidemment, on aimerait avoir une idée de l'impact, mais non, là, comme je vous le disais, c'est des données qui sont compliquées à assembler, à récupérer. Donc, quand on a commencé à travailler en 2022 sur ce sujet-là, le dernier millésime disponible, c'était le millésime 2018. Donc, maintenant, on doit bientôt avoir, je pense, le millésime 2020, mais on ne peut pas évaluer à ce jour la réforme du chômage, même si évidemment, ce serait très intéressant. Ok, Dominique Terré, alors ça me fait sourire évidemment parce qu'on salue, puisque c'était mon ancien binôme, voilà, mon ancienne collaboratrice que Rémi a remplacée, donc on en profite tous les deux pour la saluer. Avez-vous des précisions sur les secteurs d'activité dans lesquels se trouvent les 6% de cadres qui sont pauvres, donc avec un revenu inférieur à 1 063 €, entre parenthèses précise-t-elle, net, je suppose. Alors, on a peu de... Comme je vous le disais, c'est difficile de zoomer, de croiser les critères en fait. Comme on est sur des données qui sont assez réduites à l'échelle de la région, on a peu de personnes qui ont été interrogées, donc c'est difficile de faire des croisements et de savoir précisément les cadres qui travaillent dans tel secteur d'activité par rapport à d'autres cadres, quelles sont les différences de taux de pauvreté. Et alors, je crois qu'on avait quelques éléments, je ne sais pas si Magali les a plus en tête que moi, mais de manière générale, alors voilà, on avait sur les cadres précisément, je ne saurais pas vous dire, mais par exemple, toutes les personnes, tous les travailleurs qui sont dans des secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'informatique, de la finance, de la recherche et de l'immobilier, sont très peu concernés par ces formes de pauvreté, cette forme de pauvreté. Magali, non, Magali ne rajoute rien, c'est bon. J'ai rien rajouté. C'est exactement ce que j'allais dire. Très bien, merci. L'enquête porte uniquement sur la pauvreté monétaire. Y a-t-il un croisement avec d'autres données comme logement ou autres? Alors dans cette source-là qu'on utilise, donc l'enquête emploi couplée avec les déclarations fiscales, à ma connaissance, on ne peut pas avoir des informations sur le logement. Par contre, à l'INSEE, donc au niveau national, vous trouverez pas à l'échelle occitane, mais à l'échelle nationale, il y a des travaux qui utilisent une autre source, une autre enquête, qui questionnent cette fois non plus la pauvreté monétaire, mais la pauvreté considérée comme privation. On va interroger des personnes, un échantillon de personnes à travers la France, et on leur demande pour toute une liste de besoins ou de potentielles activités s'ils se sont privés en raison du coût sur ces postes budgétaires-là. Mais là, pour ma part, j'ai pas travaillé dessus, mais sur le site de l'INSEE, on pourra le mettre aussi en lien peut-être avec la vidéo quand on la diffusera. Mais il y a un travail qui a une approche justement non monétaire sur les privations. Et donc, je pense que sur le logement, on doit pouvoir trouver des choses. Mais là, sur ce travail ici présenté aujourd'hui, non.
Monsieur Yves Jarlan, qui te demande, Rémi, avez-vous étudié plus spécifiquement le cas des travailleurs indépendants et des revenus générés par les TPE? Alors, pour ce qui est des TPE, non, on peut pas, c'est pareil, vu la source qu'on a, on peut pas descendre, jusqu'à une échelle qui permettrait de dissocier, les types d'entreprises, dans lesquelles les non-salariés, enfin, travaillent. Par contre, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, pour les indépendants, donc ce que moi j'ai appelé là les non-salariés, on a, bien plus de non-salariés qui sont pauvres en revenus d'activité que de salariés. On a 40 de non-salariés qui gagnent moins de 1 063 € en moyenne chaque mois et pour les salariés, en comparaison, c'est 17 Donc la pauvreté au travail est plus marquée pour les indépendants, oui. Et y a-t-il un croisement avec le surendettement également? Non, du coup, là, c'est pareil, on n'a pas cette information-là dans nos sources. Mais ce serait évidemment, intéressant de pouvoir faire le lien, mais je vois même pas quelle source, permettrait de faire, à ce jour le lien, en fait. Une autre question de Ludovic Pagnaziri qui dit: avez-vous des éléments de réponse sur le fait que la pauvreté touche particulièrement l'axe Cévennes-Pyrénées? Alors dans cette étude, on n'a pas, été jusqu'à creuser, pour, expliquer cette, surreprésentation sur cette diagonale. Par contre, il y a un travail de l'INSEE Occitanie qui doit maintenant avoir 3 ans, mais qui s'intéressait justement sur longue période à l'évolution de l'emploi sur toute la région et où on voit en fait que dans toutes ces zones, donc les Cévennes, les Hauts-Cantons, les Corbières ou le Couserans, on a, depuis 50 ans en fait, c'est des zones où finalement on avait de l'emploi industriel il y a 50 ans, dans le textile, la papeterie, voilà, plein d'emplois industriels, mais du XXe siècle, qui ont périclité, avec la désindustrialisation à la fin du siècle, enfin, dans la deuxième moitié du siècle, et où finalement on a eu des pertes d'emplois assez importantes et les personnes, enfin une partie de la population reste dans ces territoires et c'est finalement des emplois très précaires qui restent et très instables. À une prochaine webconférence. Merci Magali, merci Rémi. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.